te parle ciné comme si on était sous un plaid et avec un thé, et aujourd'hui, je m'attaque à la trilogie 28. Des survivants qui courent vite, des zombies qui courent encore plus vite, et une critique de l'homme. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça, et crois-moi, j'en ai des choses à dire. Petit disclaimer, il va y avoir du spoiler, bien sûr, parce que je peux pas faire de critique sans spoiler le film. Donc, si vous n'avez pas vu les films, allez les voir avant, et revenez après me voir. Sur ce, on commence. Si vous connaissez pas la trilogie 28, je vais vous faire un petit topo. Il y a 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard et 28 ans plus tard. C'est une science-fiction post-apocalyptique qui commence avec un commando de la protection animale qui vient libérer des chimpanzés soumis à des expériences dans un laboratoire. Et malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu puisqu'ils sont infectés d'un certain virus qui est mortel pour l'homme. Et 28 jours plus tard, le virus s'est propagé dans tout le Royaume-Uni et on va retrouver Jim qui sort d'un long coma et qui va se réveiller parmi tout ça. Le contexte dans lequel on arrive, il est très précis puisque c'est le déclenchement, c'est vraiment la première scène. Donc ça nous permet de nous mettre bien dans le bain, de nous approprier un petit peu toute l'histoire et tous les enjeux, et surtout qu'on découvre la menace quasiment en même temps que Jim, qui est d'ailleurs très très bien joué par Cillian Murphy. D'ailleurs, Jim marche vachement bien quand même pour quelqu'un qui vient de se réveiller d'un long coma. Mais bon, que voulez-vous, la magie du cinéma. Ensuite, avec Danny Boyle, qui est donc le réalisateur, on comprend très vite qu'il faut pas du tout s'attacher au personnage. Parce qu'entre les attaques surprises, les morts très rapides, c'est pas le genre de film où on a un personnage préféré, si vous voulez mon avis. Puis ils sont jamais à l'abri de se faire surprendre par des contaminés, dans une maison, dans la rue. On sait jamais, vaut mieux pas s'attacher. Et ce film-là, c'est plus qu'un film de zombies, parce que oui, la menace, ce sont forcément les contaminés, mais il y en a une autre, et c'est bel et bien les militaires, puisqu'ils incarnent un côté de l'homme qui relève plus de la réalité que de la fiction. Parce que si on sait qu'un virus zombie a très très peu de chances de se passer dans notre monde, les prédateurs sexuels sont malheureusement plus présents qu'on ne le pense. Et le fait qu'un contaminé, après avoir été libéré de ses chaînes, tue militaires qui voulaient agresser les filles, ça en dit très très long sur ce que Boyle essaie de nous faire comprendre. Parce que c'est une manière de dire, oui, les zombies sont très dangereux, mais le pire qu'ils puissent faire, c'est vous tuer. Et ça, c'est une critique très intéressante de Boyle, puisqu'il va plus loin que le pathos virus, post-apo, etc., auquel on est habitué. Et nous avons même le droit à des zombies new gen, puisque habituellement, ils sont verts, lents. Ici, ils courent. Ils sont plus intelligents, plus rapides, ce qui va participer à donner une toute autre dimension au film. Et malgré les événements qui s'enchaînent dans ce film, parce que bon, c'est quand même de l'action un petit peu, et forcément, tout le monde court, comme je vous l'ai dit précédemment. Et malgré tout ça, on arrive à suivre, on arrive à comprendre qui va où, ce qui se passe, parce qu'on n'est pas perdu avec la caméra comme avec le deuxième film. 28 semaines plus tard, le film Filler. Parce que de toute la trilogie, c'est celui qui m'a le moins plu. Alors, avant de m'attaquer, calm down, je vais vous expliquer pas à pas pourquoi j'ai moins aimé. Je dis pas qu'il est mauvais, je dis qu'il est moins bon. Voilà. Tout d'abord, on suit pas les mêmes personnages. Ce qui, d'un côté, est plutôt cohérent, dans le sens où c'est une trilogie post-apo, faut pas s'attacher aux personnages comme dans le premier, donc on veut se concentrer plus sur l'épidémie en elle-même. Ok, bon, jusque-là, je trouve ça plutôt logique dans ce contexte-là, donc je vais pas m'attaquer là-dessus. Logique. Alors déjà, on a une caméra tremblante. Dans l'idée, c'est un parti pris, ok, je comprends, mais quand toutes les actions s'enchaînent très très vite, on est plus perdu qu'autre chose en fait. Cependant, les plans s'enchaînent très très rapidement. Alors oui, le contexte de guerre fait que c'est de l'action, donc faut qu'on enchaîne, on va pas avoir des plans séquences tout le temps, mais si on associe la caméra qui tremble, les plans extrêmement rapides, on se perd, on comprend pas ce qui se passe et on n'a qu'une envie, c'est vraiment de terminer cette scène pour ensuite avoir une vue plus globale sur ce qui vient de se passer, parce qu'au final on voit pas grand chose. Alors oui, ça peut être une manière de montrer l'urgence du moment pour vraiment mettre le spectateur dans l'action, mais là on dirait plus que la caméra veut tout filmer en même temps et qu'elle sait pas par où commencer, donc elle fait touk 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 touk. Voilà, c'est ce que j'en ai compris en tout cas.
Comme lorsque les militaires sont tous postés sur les toits et qui vont tirer sur les civils qu'il y a juste en bas, et bah là, on voit rien, on ne comprend rien. Tout le monde s'agite et tout le monde tire, mais on ne voit pas ce qui se passe, on comprend pas. Ou même dans le souterrain où, bah oui, il y a une attaque, ça on le sait parce qu'on l'entend, alors on voit que dalle. Comme je disais tout à l'heure, on attend juste que ça se termine pour voir l'étendue des dégâts. Puis avec l'arrivée de l'OTAN, là les Américains, ils ont encore une fois un rôle de sauveur dans un énième film, et ça on le comprend très très vite, dès le début, parce qu'on a les camions militaires, les tentes kaki, tous les gens en treillis kaki, enfin du coup les militaires, et on comprend assez vite qu'en fait les États-Unis se sont mêlés à ça pour jouer aux héros. Enfin comme si l'armée du Royaume-Uni n'était pas assez puissante pour gérer ça seule. Mais après une bonne trentaine de minutes, ils deviennent plus la menace que les sauveurs. Et en vrai, c'est une bonne idée sur le papier, mais qu'à moitié, je vais m'expliquer. Imaginez-vous, 5 ans après avoir vu 28 jours plus tard, vous voyez que le deuxième volet sort, vous vous dites, ok, c'est trop bien, là on va avoir un film où les zombies vont être plus évolués, vont avoir plus d'importance que dans le premier, et il va y avoir un nouvel entrain pour les contaminer, puisqu'ils seront plus forts, plus rapides, et que le seul but, ça va vraiment être de les exterminer. Ben non. Non, à la place, l'ennemi, ce sont les Américains. Parce qu'au final, les balles font plus de morts que le virus, on est sur une inversion des rôles. Et ça critique en même temps les codes de l'armée, au final, qui sont très, très binaires et on penserait pas très très réfléchi au final. Parce que si vous voulez repeupler la Grande-Bretagne, donc, qui est leur but quand même dès le début du 2, pourquoi tirer sur tout ce qui bouge dès que vous contrôlez plus la situation ? Mais à mon sens, ce volet-là, il a pas tellement d'intérêt à la trilogie en elle-même, parce que c'est un film qui est beaucoup plus centré sur l'émotionnel plutôt que sur l'action, ce qui, en soi, est bien dans le sens où ça change, mais on s'y attend pas. Mais bon, entre la perte des parents, la perte de perdre son frère ou sa sœur pour nos deux personnages principaux, tout ça, ça joue, et au final, c'est une toute autre dimension que le réalisateur a voulu nous montrer, mais qui malheureusement a du mal à se faire une place dans la trilogie. Et d'ailleurs, le réalisateur, c'est pas le même ici, c'est plus Doyle, c'est Juan Carlos, et après je vais vous écrire le nom parce que je ne parle pas espagnol, je suis désolée, je veux pas écorcher de nom. En fait, ce film, c'est une suite décevante, mais essentielle. Parce que même si je le porte pas dans mon cœur, je tiens quand même à relever les performances des deux acteurs principaux qui jouent Tammy et Andy, parce que vraiment, les émotions y étaient, on s'y croyait, on était avec eux, en fait. Et ils étaient vraiment très très attachants en tant que duo frère-sœur. Malgré ma réticence, le film, il apporte à la trilogie quand même, parce que là, on n'est plus dans un film post-apo classique, puisque là, on est bien au courant que l'ennemi, c'est l'homme. Et que ce sera pas forcément les zombies au premier plan. Oui, bien sûr, ils sont toujours là, mais au final, on s'inquiète plus quand il y a des militaires que quand il y a des zombies. Donc on se rapproche plus du film social avec les notions de sacrifice, de morale, comme avec le sacrifice de... comme avec le personnage de Doyle, le pauvre. Et tous ces aspects, en fait, ça nous donne une profondeur qu'un film de ce genre peut avoir. Puis sur ce côté-là, il rejoint le premier volet, où la menace, même si elle était numériquement moins importante, elle est omniprésente. Quitte à faire de l'ombre aux supposés antagonistes qui sont les zombies. Finalement, même si ce film il déçoit en tant que suite, il est quand même essentiel pour comprendre toute l'idéologie de la trilogie. Ça rime. Et la fin en elle-même, je la trouve super efficace, parce que c'est un plan où on voit des contaminés avec la tour Eiffel en fond. Donc là on se dit, ok, trop bien, le troisième film, on part de la Grande-Bretagne, ça s'éclate, on part en Europe. Alors c'était le but, avec cette fin, forcément, mais comme ils ont eu des complications au niveau du scénario, il a subi beaucoup de modifs. Du coup, on retourne en Grande-Bretagne pour le 3. Mais en soi, ça se comprend dans le sens où bah, il y a eu le Brexit, et cet isolement dû à ça, franchement, c'est cohérent. Donc on va pas... Je vais pas dire grand-chose dessus.
28 ans plus tard, le reboot tant attendu. Et là on a eu une éclipse de 28 ans, parce que en vrai 28 mois ça aurait pas été aussi impactant. Donc tant mieux. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a eu les modifs de scénario, donc on est content, c'est logique, ça nous va. En tout cas, ça joue en faveur de la trilogie, parce que si la construction a échoué avec l'aide de l'OTAN, autant se débrouiller tout seul. Et quoi de mieux que de voir plusieurs décennies pour justement avoir un visuel plus large sur l'évolution. Et c'est avec ce film-là que Boyle reprend du service. Wouhou! Non, vraiment très très contente, parce que ça se voit en fait que c'est lui à la réal maintenant, puisqu'on comprend ce qui se passe. On voit, c'est pas très rapide. Et aussi, quelque chose qui m'a mis la puce à l'oreille, la première scène se passe dans une église. Si vous vous rappelez, comme la première scène où Jim découvre les contaminés. Et surtout qu'elle ressemble énormément à la première église. Dans ce film-là, on comprend que la genèse est beaucoup plus centrée sur les contaminés, vu qu'il n'y a plus de militaires. Et en parlant des contaminés, il y a maintenant plusieurs types. Donc c'est cette évolution qu'on attendait dans le 2 et qu'on a eu que dans le 3. Ces différents niveaux de zombies, ça nous rappelle les jeux vidéo, en fait, où il y a des un peu plus classiques. Et on remarque que le réalisateur a une toute nouvelle manière de mettre en scène, comme pendant la première sortie, où ils vont tuer les premiers contaminés. Il y a un espèce d'effet très très sympa. Franchement, si vous voulez mon avis, j'adore cet effet. Où ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des iPhones en 360 autour de l'acteur. Et chaque iPhone a pris une photo pendant le mouvement. Et une fois assemblé au montage, ça nous fait un effet 360 qui est limite digne d'un jeu en fait. Et en restant dans la pop culture, il s'est aussi inspiré d'animés, puisqu'on a une référence à Attaque des Titans, avec déjà ce rapport alpha-meute, et aussi sur la scène du pont, où après leur sortie à l'extérieur de leur village, le père et le fils sont poursuivis par un alpha. Et quand on arrive à la fin du pont, c'est filmé de telle sorte à ce que le contaminé soit beaucoup plus imposant que le père et le fils. Et tout ça, ça va nous montrer une évolution des contaminés par rapport au premier volet. Parce que oui, même si pendant le 2, ils étaient un peu secondaires, maintenant, ça va être à nouveau eux, la menace principale. Mais on aborde un tout nouveau sujet, qui est la procréation des contaminés. Oui, et c'est un moment très très fort du film, si ce n'est le plus fort, où une femme contaminée va donner naissance à son bébé, et la mère de Spike, qui est donc le personnage principal, va aider cette femme à mettre au monde son enfant. C'est là qu'on voit que l'animosité et la volonté d'exterminer à tout prix l'autre camp sont mises à l'écart, parce que la vie d'une mère et de son enfant sont en jeu. Au final, l'instinct maternel, et je dirais même la sororité, balaye tout d'un revers de la main pour laisser place à la naissance d'un enfant. Et d'ailleurs, c'est un des seuls moments où Isla, donc la mère de Spike, retrouve un esprit sain et un corps sain. Puisque, petit reminder, elle est malade. On sait pas de quoi, mais elle est gravement malade. Et avec cette info, on va faire un bond dans le temps avec le moment où on découvre le cancer d'Isla. Avec cette scène, on assiste à un moment très très précieux entre une mère et son fils. C'est vraiment de l'amour pur. Puisque lui l'a emmenée vers un médecin pour qu'elle se soigne, il l'a protégée pendant tout le voyage, et elle a protégé son fils de la douleur de savoir que sa mère avait un cancer. Et après cet instant, le médecin offre à Isla une belle opportunité de mourir dans la dignité et sans souffrir finalement. Et ensuite Spike lui fera le plus beau cadeau, qui est une vue éternelle vers le lever du soleil. Et après ça, il va emmener le bébé au village pour le laisser à son père et un petit peu lui offrir une vie sans lui, avec finalement sa nouvelle femme et son nouveau bébé. Et lui va retourner dans la forêt finalement pour vivre au plus proche de sa mère, d'un certain côté. Spike se retrouve donc dans la forêt puisqu'il est tout seul, comme je viens de vous le dire, et certains contaminés vont venir à lui, et un groupe de ninjas multicolores va le sauver. Honnêtement, c'est le combat le plus rocambolesque avec des contaminés qu'on ait pu voir jusqu'à maintenant, puisqu'il y a des nunchakus, une espèce de grande tige qui fait 3 mètres, et c'est comme si ces ninjas, entre guillemets,
s'amuser avec les contaminés plus qu'autre chose. En plus, leur chef n'est autre que Jimmy, qui était l'enfant dans la scène du début du film dans l'église. Il a survécu et maintenant, il est chef des Ninjas. Finalement, c'est ce qui manquait pour perfectionner ce reboot, un rapport au premier film et surtout un rapport au début du troisième. Et Jimmy est la parfaite fusion des deux, surtout que son nom est quand même très très proche de celui de Jim. Donc ça nous laisse de l'espoir pour le 4e volet. Donc j'attends la suite avec impatience, parce que je veux savoir ce que Spike sera devenu, ce que Jimmy a fait pendant 28 ans. Et entre nous, j'ai quand même un tout petit espoir pour que Jim revienne. Il y a beaucoup trop de coïncidences entre Jimmy et Jim. Enfin, ça serait fou de pas faire revenir Jim. Même si, est-ce qu'il y aurait énormément d'utilité, je sais pas, mais ça serait cohérent, je pense. Après, est-ce que c'est parce que j'aime beaucoup Cillian Murphy aussi en tant qu'acteur? Peut-être. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo débrief. J'espère en faire d'autres parce que j'ai pas mal d'autres critiques qui dorment dans mon ordinateur depuis un moment. Et d'ici la prochaine fois, je vous fais plein de bisous et générique!